Depuis sa création en 1949, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, alias l'OTAN, s'est imposée comme une alliance militaire cruciale dans la préservation de la paix et la stabilité en Occident. Née dans le contexte de la guerre froide, elle a su s'adapter à un monde en constante mutation. Mais aujourd'hui, alors que les tensions géopolitiques augmentent, l'OTAN se retrouve face à un carrefour. Certains se demandent si l'organisation n'est pas de nouveau à la veille d'une confrontation militaire majeure, surtout que les critiques à son égard sont de plus en plus importantes. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir ce qu'est l'OTAN, son histoire et les obstacles auxquels l'organisation doit actuellement faire face. Est-ce qu'un conflit avec la Russie pourrait vraiment avoir lieu? Quel est l'impact de l'OTAN en Arctique? Et est-ce que l'organisation demande à ses membres européens de se réarmer? Découvrons tout ça ensemble. C'est parti! L'OTAN, également connue sous son acronyme anglais NATO, est une alliance militaire intergouvernementale établie en 1949. Elle est l'une des organisations internationales les plus influentes en matière de sécurité et de défense, jouant un rôle crucial dans la préservation de la paix et de la stabilité en Europe et en Amérique du Nord. L'organisation a été fondée le 4 avril 1949 avec la signature par 12 pays du traité de Washington. Ces pays sont les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni. La création de l'OTAN a été motivée par la nécessité de se protéger mutuellement contre la menace de l'expansion soviétique en Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le traité de Washington est le pilier de l'OTAN. Il repose sur plusieurs principes clés, notamment l'engagement à défendre les membres contre une attaque armée avec l'article 5 qui stipule qu'une attaque armée contre l'un ou plusieurs des membres en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre tous. Cette clause a été invoquée pour la première et unique fois après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Les membres de l'OTAN doivent aussi adhérer à la Charte des Nations Unies, alias l'ONU, qui est le traité fondateur de l'organisation. Celui-ci codifie les grands principes des relations internationales, tels que l'égalité souveraine des États et l'interdiction de l'emploi de la force dans ces relations. L'OTAN fonctionne grâce à une structure hiérarchique complexe, composée de divers organes et comités. Il y a d'abord le Conseil de l'Atlantique Nord, qui est l'organe décisionnel principal de l'OTAN. Il est composé des représentants permanents des pays membres qui se réunissent régulièrement pour discuter des politiques et des opérations. Les décisions sont prises par consensus, ce qui signifie que tous les membres doivent être d'accord. Il y a ensuite le secrétariat international qui est dirigé par le secrétaire général de l'OTAN. Il assure la coordination quotidienne des activités de l'Alliance. Après 10 ans à ce poste, Jens Stoltenberg quitte ce poste important de l'OTAN en septembre 2024. C'est le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, qui prend sa place. Enfin, l'OTAN dispose de 2 commandements stratégiques principaux. Le commandement allié opération, basé à Mons en Belgique, et le commandement allié transformation, basé à Norfolk en Virginie aux États-Unis. Le premier est responsable des opérations militaires, tandis que le second se concentre sur la transformation et l'innovation militaire. Depuis sa création, l'OTAN a connu plusieurs vagues d'élargissement, passant de 12 membres fondateurs à 32 membres en 2024. Ces élargissements successifs ont inclus des pays de l'Europe centrale et orientale après la fin de la guerre froide, élargissant ainsi la portée de l'OTAN et renforçant sa capacité de défense collective. Cependant, être 32 rend les choses compliquées. Par exemple, le financement des opérations et des missions de l'OTAN dépend des contributions des États membres. Les contraintes budgétaires et les désaccords sur le partage des charges financières peuvent affecter la capacité de l'Alliance à répondre efficacement aux crises.
En plus de ses membres, l'OTAN a développé des partenariats avec de nombreux pays à travers différents programmes, tels que le partenariat pour la paix avec des pays comme l'Ukraine ou l'Irlande, le dialogue méditerranéen avec par exemple Israël et le Maroc, et l'initiative de coopération d'Istanbul avec, entre autres, le Qatar et le Koweït. Ces partenariats visent à renforcer la coopération en matière de sécurité et à promouvoir la stabilité régionale. Maintenant que tu sais ce qu'est l'OTAN, regardons de plus près son histoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Elle est économiquement affaiblie et politiquement fragmentée. Il y a alors deux grandes puissances, l'URSS qui est communiste et les États-Unis qui sont capitalistes. À ce moment, le bloc soviétique commence à s'étendre, absorbant plusieurs pays d'Europe de l'Est tels que la Roumanie ou encore la Pologne. Les pays d'Europe occidentale, craignant l'expansion soviétique, cherchent alors une forme de protection. Ils se tournent donc vers les États-Unis, qui souhaitent alors contenir la propagation du communisme. Dans un premier temps, en mars 1948, a lieu le traité de Bruxelles, qui prévoit une coopération économique, sociale et culturelle, ainsi qu'une collaboration militaire pour la défense collective. Les pays signataires sont la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cependant, les signataires de ce traité ont rapidement réalisé que leur capacité militaire combinée était insuffisante pour contrer une éventuelle agression soviétique. Ils ont donc cherché à inclure les États-Unis et le Canada, ce qui a conduit à des négociations pour un traité plus large et plus inclusif, qui donnera lieu au traité de Washington et donc à la création de l'OTAN. Son objectif principal est alors de garantir la sécurité et la défense collective de ses membres avec l'article 5 dont on te parlait précédemment et qui forme le cœur de l'Alliance. Ainsi, l'organisation a mis en place des bases militaires en Europe et les États-Unis ont stationné des troupes et des armes, y compris des armes nucléaires, dans les pays membres pour dissuader une attaque soviétique. En plus de la défense collective, l'OTAN a aussi été fondée sur les principes de la démocratie, des libertés individuelles et de l'état de droit. L'organisation visait alors à promouvoir la stabilité et le bien-être en Europe en encourageant la coopération économique et politique entre les pays membres. Il ne faut pas non plus oublier que le rôle de l'OTAN est aussi de servir de contrepoids à l'Union soviétique et à ses alliés du pacte de Varsovie, créé en 1955. Ce dernier est une alliance militaire entre l'Union soviétique et plusieurs pays d'Europe de l'Est. Créé en réponse à l'OTAN, il visait à concorder la défense collective et à maintenir l'influence soviétique dans la région. Cette alliance a été dissoute en 1991 après la chute de l'URSS. Plusieurs crises ont marqué l'histoire de l'OTAN pendant la guerre froide. L'une des plus graves a été la crise de Berlin qui a duré de 1948 à 1949. Durant cet événement, l'Union soviétique a bloqué les routes terrestres et les voies ferrées vers Berlin-Ouest, poussant les États-Unis et leurs alliés à organiser le pont aérien de Berlin pour approvisionner la ville. Un autre moment crucial fut la crise des missiles de Cuba en 1962, où le monde s'est retrouvé au bord d'une guerre nucléaire. En fait, cette crise a eu lieu lorsque les États-Unis ont découvert que l'Union soviétique avait installé des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba, à seulement 150 km des côtes de la Floride. Finalement, après des négociations tendues, les Soviétiques ont accepté de retirer les missiles en échange de la promesse des États-Unis de ne pas envahir Cuba. Avec la fin de la guerre froide, l'OTAN a dû s'adapter à un nouvel environnement géopolitique. L'organisation a alors entrepris plusieurs missions de maintien de la paix et d'intervention humanitaire en dehors de son théâtre d'opération traditionnel. L'une des premières interventions majeures a été en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990, où l'OTAN a mené des opérations aériennes et a mis en place l'accord de paix de Dayton. En 1999, l'OTAN a également conduit une campagne de bombardement au Kosovo. Ainsi, on voit qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN a redéfini son rôle et ses objectifs.
L'organisation a également commencé à inclure d'anciens pays du bloc de l'Est, élargissant ainsi son influence. Ainsi, en 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque sont devenus les premiers anciens membres du pacte de Varsovie à rejoindre l'OTAN. Cet élargissement a continué au cours des années 2000 et 2010 avec l'adhésion de plusieurs autres pays d'Europe de l'Est et des Balkans, dont la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Albanie, la Croatie et le Monténégro. L'inclusion de ces pays a renforcé l'alliance et promu la stabilité régionale, mais elle a aussi été source de tensions avec la Russie, qui percevait l'expansion de l'OTAN comme une menace pour sa sécurité. L'entrée dans les années 2000 vient avec l'annonce d'un nouvel ennemi pour l'OTAN, le terrorisme. Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, l'OTAN a invoqué pour la première fois l'article 5 de son traité, déclarant que l'attaque contre les États-Unis était une attaque contre tous ses membres. Cela a conduit à une participation de l'OTAN dans la guerre en Afghanistan, où elle a pris en charge la Force internationale d'assistance à la sécurité, alias FIAS, pour aider à stabiliser le pays et combattre les talibans et Al-Qaïda. Le FIAS était donc une mission militaire qui avait pour objectif principal d'aider le gouvernement afghan à maintenir la sécurité dans tout le pays et à former de nouvelles forces de sécurité. La mission de la FIAS a duré jusqu'en décembre 2014, après quoi elle a été remplacée par la mission Resolute Support, qui se concentre sur la formation, le conseil et l'assistance aux forces de sécurité afghanes. Elle s'est conclue par un échec et a été dissoute en 2021. Ainsi, l'entrée au XXIe siècle est le signe que l'OTAN doit faire face à de nouveaux défis de sécurité. Il y a le terrorisme, mais aussi la cybercriminalité, par exemple. En 2014, la crise en Ukraine et l'annexion de la Crimée ont ravivé les tensions entre l'OTAN et la Russie, rappelant les dynamiques de la guerre froide. En réponse, l'OTAN a renforcé sa présence militaire en Europe de l'Est et a augmenté ses exercices militaires pour dissuader toute agression potentielle. 10 ans plus tard, tout cela fait énormément changer les rapports à l'international, notamment entre l'OTAN et la Russie. Plusieurs pays ayant des frontières avec l'État russe ont rejoint l'OTAN. L'organisation s'est rapprochée de l'Ukraine, de nombreux pays européens se réarment à nouveau et les tensions ne cessent d'augmenter en Arctique entre l'OTAN et la Russie. Regardons cela de plus près. Les relations entre l'OTAN et la Russie après la fin de la guerre froide ont traversé des périodes de coopération et de tensions croissantes. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN et la Russie ont cherché à établir un nouveau cadre de relations fondé sur la coopération. En 1997, ils signent l'acte fondateur OTAN-Russie, qui établit un conseil conjoint pour discuter des questions de sécurité. L'idée était de rassurer la Russie que l'expansion de l'OTAN vers l'Est n'était pas dirigée contre elle. Cependant, la première expansion de l'OTAN en 1999, avec l'intégration de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque, a suscité une certaine méfiance à Moscou. Ensuite, dans les années 2000, la coopération s'effrite, en partie à cause de l'élargissement continu de l'OTAN, qui inclut d'autres pays de l'ex-bloc soviétique tels que la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En effet, la Russie voit cette expansion comme une menace directe à sa sécurité. L'invasion américaine de l'Irak en 2003, sans l'approbation des Nations Unies, renforce les divergences. Un tournant est atteint en 2008 avec la guerre russo-géorgienne. L'OTAN soutient alors la souveraineté géorgienne, tandis que la Russie mène une intervention militaire. Cette guerre marque la détérioration accélérée des relations, avec des accusations mutuelles et un gel de la coopération dans plusieurs domaines. Mais comme évoqué précédemment, la rupture majeure arrive en 2014 avec l'annexion de la Crimée. L'OTAN dénonce fermement l'acte, le qualifiant de violation du droit international et suspend toute coopération avec la Russie. De plus,
l'organisation renforce sa présence militaire dans les pays baltes et en Pologne pour dissuader toute tentative d'agression similaire contre ses membres situés à proximité de l'Ukraine. La Russie, de son côté, considère ces actions comme une provocation et intensifie sa rhétorique anti-OTAN. Depuis 2014, les relations sont essentiellement marquées par la confrontation. L'OTAN accuse la Russie d'ingérence dans les affaires politiques européennes, à travers des cyberattaques et de la désinformation, mais aussi de manœuvres militaires agressives, notamment dans les régions proches de ses frontières. De son côté, la Russie critique l'OTAN pour son élargissement continu et son soutien militaire accru à des pays non membres, comme l'Ukraine et la Géorgie. Ainsi, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a scellé la rupture quasi totale entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN a renforcé massivement ses déploiements militaires en Europe de l'Est et fournit une aide militaire importante à l'Ukraine, tout en évitant une confrontation directe avec la Russie. De plus, la Finlande, partageant des frontières avec la Russie, a rejoint l'OTAN en avril 2023 et la Suède a suivi en mars 2024, devenant respectivement les 31e et 32e membres de l'Alliance. Moscou, quant à elle, considère l'OTAN comme une menace existentielle et a intensifié sa rhétorique, y compris en brandissant la menace nucléaire. Bien que les deux parties aient exprimé à plusieurs reprises la nécessité d'éviter une escalade militaire, les perspectives d'un réchauffement des relations semblent limitées tant que les différends sur l'Ukraine et les élargissements de l'OTAN ne prennent pas fin. Pourtant, fin septembre 2024, Le Monde apprend une nouvelle qui pourrait bien faire basculer la situation actuelle. En septembre 2024, l'Ukraine réclamait d'obtenir l'autorisation de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe avec les missiles livrés par les Occidentaux. De plus, le pays a demandé aux pays de l'OTAN de lever toutes les restrictions pesant sur les frappes menées avec des armes occidentales sur le sol russe. Ainsi, l'objectif de Kiev est d'avoir l'aval des États-Unis pour frapper le sol russe avec des missiles longue portée américains. En réponse, Vladimir Poutine a affirmé que si les Occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec ce type de missiles, cela signifierait que les pays de l'OTAN seraient en guerre contre la Russie. Sur une vidéo publiée sur Telegram, le président russe déclare « Si cette décision est prise, cela ne signifierait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Cela changerait la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. » Cependant, à l'heure actuelle, les États-Unis refusent d'aider l'Ukraine sur ce point par crainte d'une escalade pouvant conduire à un conflit direct, surtout que les deux pays sont des puissances nucléaires. Au même moment, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé dans son discours de départ que les États membres devaient défendre les valeurs fondatrices de l'Alliance. Il a ajouté que l'Ukraine n'avait jamais été aussi proche de l'OTAN. Il explique « Aujourd'hui, le président Poutine pense pouvoir atteindre ses objectifs sur le champ de bataille, et il croit qu'il peut nous atteindre. C'est pourquoi il continue à mener sa guerre brutale. Je ne crois pas que nous puissions faire changer Poutine d'avis, mais je crois que nous pouvons changer son calcul. En donnant plus d'armes à l'Ukraine, nous pouvons faire comprendre à Poutine qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut par la force, et le rendre si coûteux qu'il devra accepter que l'Ukraine a le droit démocratique souverain d'exister en tant que nation démocratique souveraine. » Quelques mois auparavant, il avait déclaré qu'il n'était pas trop tard pour que Kiev l'emporte face à Moscou, mais que pour cela, l'Occident devait tenir sa promesse de fournir davantage d'armes. Mais l'alliance avec l'Ukraine se voit plus avec certains membres de l'OTAN que d'autres. C'est par exemple le cas des États-Unis. En avril 2024, un plan de financement est approuvé avec comme objectif de renforcer les capacités de défense ukrainiennes face à l'invasion russe. Ainsi, 61 milliards de dollars ont été débloqués pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense anti-aérienne aux munitions de précision, en passant par les véhicules blindés. De plus, un volet important du plan prévoit également la formation intensive des forces ukrainiennes
à l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'armes. Ainsi, en s'engageant aussi massivement aux côtés de Kiev, Washington envoie un signal fort à Moscou, réaffirmant son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale ukrainienne. Il y a aussi la France, qui, en juin 2024, a annoncé la livraison à l'Ukraine d'avions de chasse français Mirage 2000 et le renfort d'instructeurs militaires. D'autres membres, au contraire, se rapprochent de la Russie, comme la Hongrie. Par exemple, fin mai 2024, on apprend que Budapest bloque l'aide européenne à l'Ukraine d'une valeur de 7,2 milliards de dollars. En fait, il y a eu la création d'un fonds de soutien pour Kiev, mais le président hongrois, Viktor Orbán, a refusé de valider les textes juridiques permettant sa mise en œuvre. Ensuite, en juin 2024, on apprend que les États membres de l'Union européenne ont approuvé l'utilisation de plus de 1,5 milliard de dollars de revenus provenant d'actifs russes gelés pour envoyer un soutien militaire à l'Ukraine. Cependant, pour cela, ils ont dû trouver un moyen légal de contourner le veto hongrois que le pays avait mis contre cette mesure. Auparavant, en 2019, il y avait eu aussi des tensions entre les États-Unis et la Turquie, car cette dernière avait acheté le système de défense aérienne S-400 à la Russie, malgré les critiques sévères de l'OTAN et de Washington. Mais en 2022, les choses ont changé. Le président turc Erdogan s'est même rendu en Ukraine pour signer un accord visant à accroître les échanges de drones entre les deux pays. La Russie a répondu en disant que les drones turcs risquent de déstabiliser la région. Alors que même les États membres de l'OTAN ne semblent pas toujours en accord sur la question russe, est-ce qu'une guerre pourrait vraiment avoir lieu entre la Russie et l'OTAN? Eh bien oui, mais pas là où on l'imagine. L'Arctique comprend des territoires appartenant à 8 pays, à savoir le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Russie et la Suède. Tous, sauf la Russie, sont membres de l'OTAN. La région est ultra convoitée parce qu'elle est riche en matières premières comme le gaz ou le pétrole. Ainsi, en 2014, la Russie, acteur déterminant qui possède près de la moitié du territoire polaire et 24 000 km de côte, y a lancé un plan massif de remilitarisation. Ensuite, en 2021, les États-Unis ont lancé un plan de reconquête. L'objectif est de défendre leur position sur une zone qui détiendrait 13% des réserves de pétrole et 30% du gaz naturel non découvert dans le monde. Mais c'est aussi car d'un point de vue industriel et logistique, l'Arctique présente l'avantage de se trouver au cœur de l'hémisphère nord, entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Nord-Est. Elle permet donc, par exemple, de se rendre plus facilement du Canada à l'Europe. La région est donc sous tension et il risque d'être un des sujets de la géopolitique mondiale les plus importants dans les prochaines années. Surtout que les États-Unis sont inquiets, car la Russie utilise la région pour renforcer ses liens avec Pékin. Ainsi, des exercices conjoints entre les deux pays sont ponctuellement organisés. D'ailleurs, durant l'un d'entre eux, une escadre chinoise et russe a longé les eaux américaines, ce qui a rendu les États-Unis furieux. À cause des rivalités grandissantes entre Washington, Pékin et Moscou, la préparation à un potentiel conflit au niveau du pôle inquiète beaucoup de monde. D'ailleurs, en octobre 2023, dans son discours introductif prononcé devant l'Assemblée du Cercle Arctique, un forum intergouvernemental des nations arctiques, l'amiral Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a expliqué « La concurrence et la militarisation accrue observées dans l'Arctique, qui sont tout particulièrement le fait de la Russie et de la Chine, sont préoccupantes. La fonte des glaces crée de nouvelles routes maritimes de nature à faciliter la circulation des gros navires et à réduire les temps de navigation. Nous ne pouvons pas naïvement fermer les yeux sur les éventuelles intentions malveillantes de certains acteurs de la région. Nous devons au contraire rester vigilants et nous préparer à l'imprévu. Il faut savoir qu'en février 2023, la Russie a suspendu ses paiements annuels au Conseil de l'Arctique après que certains membres ont boycotté la participation de Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mais ces derniers mois, les tensions sont encore montées d'un cran.
D'ailleurs, en septembre 2024, la Russie s'est dite tout à fait prête à une guerre avec l'OTAN dans l'Arctique. D'ailleurs, selon Politico, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a expliqué aux médias russes que « Nous voyons l'OTAN multiplier les exercices liés à d'éventuelles crises dans l'Arctique. Notre pays est tout à fait prêt à défendre ses intérêts militairement, politiquement et du point de vue des technologies de défense. » Il faut savoir que la région arctique ne relève pas uniquement du domaine de l'OTAN, puisque des pays non arctiques comme la Chine et l'Inde y ont également des intérêts. Mais qu'en est-il de l'Europe? Une guerre est-elle possible? Et en déclarant la guerre aux pays membres de l'OTAN, Vladimir Poutine aurait-il une chance de victoire? Eh bien, en avril 2024, Radosław Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères, a répondu à cette question. Selon lui, Vladimir Poutine ferait face à une défaite inévitable. Pour expliquer son point de vue, il a souligné le fait que l'OTAN disposait de 3 fois plus de personnel militaire, de 3 fois plus d'effectifs aériens et de 4 fois plus de navires. Ainsi, selon lui, le seul espoir de victoire pour Vladimir Poutine résiderait dans le manque de détermination de l'Occident. Cependant, cela pourrait arriver, car comme vu précédemment, les membres de l'OTAN ne sont pas tous d'accord sur le cas de l'Ukraine et de la Russie. De plus, les alliés occidentaux et les hauts responsables militaires sont inquiets, car Vladimir Poutine continue de lancer des menaces nucléaires à l'encontre de l'Occident et aurait dissimulé des armes atomiques en Biélorussie, un pays limitrophe de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie, 3 États membres de l'OTAN. Ainsi, de nombreux pays européens se réarment. D'ailleurs, en avril 2024, le président polonais, Andrzej Duda, a déclaré que son pays était prêt à accueillir des armes nucléaires sur son territoire si l'OTAN décidait de renforcer son flanc oriental. De son côté, l'Allemagne investit militairement pour devenir la colonne vertébrale de la défense européenne. De plus, en novembre 2023, le pays a annoncé le doublement de ses aides militaires à Kiev, en passant de 4 à 8 milliards de dollars. On peut aussi parler de la Suède. Il faut savoir que pendant longtemps, une majorité de Suédois s'était opposée à rejoindre l'OTAN. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense social-démocrate, Peter Hultqvist, déclarait encore à l'automne 2021 qu'il pouvait garantir qu'il ne participerait jamais à un processus d'adhésion. Mais les choses ont changé avec l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui a marqué un tournant spectaculaire dans les partis et l'opinion. Ainsi, en mai de la même année, une grande majorité du Parlement a voté en faveur d'une demande d'adhésion à l'OTAN. De plus, le budget militaire suédois a atteint 8,8 milliards de dollars en 2023, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, contre 6,5 milliards en 2020. D'ailleurs, selon le ministère de la Défense, le gouvernement estime les augmentations du budget en 2025 et 2026 à respectivement 110 millions et 680 millions de dollars. L'objectif est de finir par atteindre le seuil des 2% du PIB consacré à la défense, comme demandé par l'OTAN, alors que le budget de 2023 correspond à 1,48% du PIB. Il faut savoir qu'en 2023, un des plus hauts diplomates de Moscou a déclaré que la Finlande, pays limitrophe à la Suède, serait la première à souffrir si une guerre éclatait entre l'OTAN et la Russie. En fait, l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN signifie que la mer Baltique est désormais entourée presque complètement par des pays membres de l'Alliance. D'ailleurs, la région est appelée le lac de l'OTAN. Et dans celle-ci se trouve un territoire particulièrement stratégique, l'île de Gotland. Appartenant à la Suède, cette île de plus de 3000 km² est remilitarisée depuis 2018 et la porte d'entrée au nord de la mer Baltique. Contrôler cette île assure donc à l'OTAN une quasi-impossibilité à la Russie d'acheminer des navires depuis le nord-ouest du pays. Cependant, toute la région n'est pas contrôlée par l'OTAN. En effet, la Russie détient l'exclave de Kaliningrad, qui est située entre la Lituanie et la Pologne. Au centre de l'Europe, elle est lourdement armée et est au cœur de tous les scénarios d'escalade. Celui qui inquiète le plus est le cas d'une attaque conjointe de Biélorussie,
et de la Russie via Kaliningrad sur le corridor de Suwałki, une bande de terre de 65 km qui sépare la Pologne de la Lituanie. Cette opération aurait comme objectif de couper les pays baltes du reste de l'Alliance. Voilà, tu sais maintenant tout de l'OTAN, de son histoire, de son fonctionnement et des tensions auxquelles elle doit faire face. Depuis sa création pour contrer la menace soviétique, l'Alliance tente tant bien que mal de se transformer pour répondre aux nouvelles menaces du XXIe siècle. Ainsi, alors que les crises se multiplient aux frontières de l'OTAN, la question de l'engagement militaire de l'Alliance revient sur le devant de la scène. Et tandis que les tensions internes comme externes sont de plus en plus fortes, l'avenir de l'OTAN repose sur sa capacité à maintenir un équilibre entre la diplomatie et la défense. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie risque de bientôt éclater ? Et en déclarant la guerre aux pays membres de l'OTAN, l'État russe aurait-il une chance de victoire ? Et est-ce que ce conflit aurait lieu aux portes de l'Europe ou autre part, comme en Arctique ?